la surnomme Lady 8000 et pour cause, Sophie Lavaux survole notre planète. C'est la première Française, Suissesse aussi, qui a donc gravi les 14 sommets de plus de 8000 mètres. Ils ne sont que quelques dizaines, donc peu de femmes. Bonsoir Sophie Lavaux, nous vous retrouvons en direct de Suisse. Merci d'être avec nous. Donc je l'ai dit, vous êtes Française, Suissesse et même Canadienne. Une héroïne 100% francophone. Alors déjà, félicitations pour cette prouesse. Ce défi, vous l'avez remporté le 26 juin à 6h15. Vous êtes tout en haut du Nanga Parbat, 8126 mètres d'altitude. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? On ressent finalement, j'ai envie de dire presque pas grand-chose en fait, dans le sens où il faut comprendre qu'à ces altitudes, on est ce qu'on appelle sous hypoxie. Donc c'est le manque d'oxygène qu'il y a dans l'atmosphère qui nous permet de respirer dans des conditions très très difficiles. Et on avait une météo très très compliquée, on le voit là sur les images, avec un ciel très couvert, avec beaucoup de difficultés pour atteindre ce sommet. Donc oui, j'ai eu une petite pensée pour le fait que ça y est, j'étais arrivée au sommet du 14e, mais quand on est en haut de ces grandes montagnes, on n'a fait que la moitié du chemin, donc il faut redescendre en fait. Voilà. C'est ça ma préoccupation. Voilà, peu de temps, il faut redescendre. Alors, vous avez envoyé un mot, un seul, sommet, simple, efficace. C'est un peu ce qui vous caractérise, ce qui vous définit? Alors, c'est possible, oui. Autant être assez direct et pragmatique dans ces situations. D'autant que c'est quand même bon. J'ai envoyé ce message avec un appareil qui s'appelle donc un GPS satellite. Et j'ai une touche qui est préprogrammée où j'appuie et ça part à 3 personnes différentes. Et c'est aussi pour donner le point GPS qui valide et qui donne la preuve qu'on a vraiment atteint le sommet. Alors c'est vrai que vous êtes très peu à appartenir à ce club fermé, peu de femmes aussi. Et pourtant, vous dites que vous êtes une femme ordinaire, mais quand même c'est assez incroyable ce que vous avez réalisé. Oui, effectivement. Alors moi, c'est quand même quelque chose qui était un projet très très personnel depuis le début. J'ai toujours fait un sommet après l'autre et j'ai toujours douté un petit peu de pouvoir y arriver. Et c'est une quête très très personnelle. J'étais pas du tout ni dans la dynamique d'un record ou c'est finalement pas la performance qui est tellement mon moteur. Mais plus l'aventure. Voilà, quel est votre moteur? C'est l'aventure, c'est se retrouver soi. Quelle est cette quête? Elle est formée de plein d'ingrédients, mais c'est surtout effectivement c'est l'aventure, le partage, les équipes, déterminer cette stratégie d'ascension, les populations de ces pays qui sont essentiellement le Népal et le Pakistan. Je suis allée aussi au Tibet, bien sûr, mais il y a ça, il y a l'effort. Il y a l'effort aussi, j'aime l'alpinisme. Et cette progression aussi vers la très très haute altitude. Très très haute. Et le fait d'être une femme, là aussi, certaines autres alpinistes disent que c'est difficile de trouver des sponsors, parce qu'on va y revenir aussi, ça coûte de l'argent. D'ailleurs, comment vous gagnez votre vie, vous allez nous l'expliquer. Mais le fait d'être une femme, vous avez l'impression aussi d'œuvrer pour toutes ces alpinistes femmes qui cherchent des sponsors? Alors, il n'y a pas que ça. Je pense que si mon histoire, elle peut inspirer d'autres femmes à oser réaliser ses rêves ou oser et ne pas les garder dans leur tête, je serais contente. Parce que c'est vrai que dans ces pays, des fois, il y a beaucoup de blocages par rapport aux femmes. Donc voilà, si je peux servir d'exemple et inspirer,
moi, je serais contente. Alors parmi ces femmes, il y a Christine Harila qui a expliqué, elle est norvégienne, elle aussi, elle fait partie du club, si j'ose dire. Elle a gravi les 14 sommets de plus de 8000 mètres. Alors elle n'est pas du tout dans votre démarche puisque c'est un record de vitesse. La norvégienne l'a fait en 92 jours, 3 mois et un jour. Un record du monde qui est terni par une controverse, vous le savez certainement. Elle n'aurait pas porté secours à un Sherpa qui est mort. Depuis, elle s'est défendue, Christine Harila. Est-ce que vous comprenez ces critiques ? Alors, je ne vais pas forcément commenter cet accident en tant que tel, parce que déjà, je n'étais pas sur place. Je pense qu'il faut vraiment lire la réponse de Christine, parce que c'est elle qui était sur place et c'est elle qui a quand même secouru. Et je pense que c'est très, très facile de critiquer quand on est en bas et puis quand on n'est pas dans la montagne. Donc... ça s'est passé à 8200 mètres sur les pentes du K2 qui sont extrêmement dangereuses, sous les séracs proéminents qui manquent de vous tomber sur le coin de la tête en permanence. Il faut vraiment remettre dans le contexte, lire sa réponse et se faire une opinion. Alors, je vous propose justement, Sophie Lavaux, d'aller dans le K2. C'est un sommet de plus de 8000 mètres, effectivement. Et on va voir quel est le rôle des Sherpas, puisqu'il faut un Sherpa pour arriver à aller jusqu'au bout. C'est un sujet d'Hugo Barbieuf. Le jour se lève à peine sur le camp d'Ourdoukas. Au bout de cette piste, le K2, le deuxième plus haut sommet du monde. Dans leur bivouac, ces porteurs pakistanais mangent du chapati, le pain local, pour prendre des forces avant l'ascension. Ces hommes sont guides de père en fils. Mon grand-père paternel, mon oncle maternel, mon père ont tous exercé ce métier. Ils sont tous décédés. Maintenant, c'est mon tour. J'ai des enfants à la maison. C'est donc ma responsabilité de subvenir à leurs besoins. C'est pourquoi je viens ici. Ils doivent grimper à 8611 mètres d'altitude au sommet de la chaîne de montagnes du Karakoram, l'un des plus impressionnants massifs de la planète. L'expédition aller-retour dure une dizaine de jours. Prix du voyage pour les touristes étrangers, environ 5000 $. Les porteurs qui transportent sur leur dos tentes et vivres pour le groupe ne gagnent eux qu'entre 30 000 et 40 000 roupies, soit une centaine de dollars par voyage. Pas de quoi acheter un pantalon d'alpiniste pour affronter l'ascension. En un aller-retour, nous perdons généralement au moins 5 à 6 kilos, car nous avons peu de choix en matière de nourriture. Nous nous contentons principalement de chapati et de thé. Nous n'avons pas d'autre choix que de survivre avec ça jusqu'à ce que nous rentrions chez nous. Des conditions de travail qui interrogent, d'autant que les touristes sont eux accueillis dans des camps de base aménagés avec un certain confort. La montagne reste toutefois extrêmement dangereuse, près d'un quart des alpinistes ayant tenté l'ascension du K2 y ont trouvé la mort. Alors évidemment, Sophie Lavaux, vous avez fait cette ascension. Alors avec le Sherpa Dawa Sangé, il est népalais. Pourquoi lui? Comment fonctionne votre binôme? Alors, Sangé, justement, je l'ai rencontré sur les pentes du K2, justement. Alors, il y a un petit peu de confusion dans le reportage parce qu'il faut vraiment distinguer les porteurs de basse altitude qui sont les porteurs qui acheminent le matériel jusqu'au camp de base. Et c'est ça qui fait un aller-retour sur 10 jours. En revanche, les porteurs de haute altitude ou les Sherpas népalais sont ceux qui nous accompagnent sur la montagne. Et là, on va y rester 1 mois et demi en moyenne. Donc, ce n'est pas la même catégorie de personnes. Ils n'ont pas le même rôle. Mais ce serait impossible de monter sans un Sherpa? Ah si, bien sûr, il y a des gens qui grimpent sans Sherpa. Après, c'est une tradition en Himalaya qui a été initiée au Népal dans les conquêtes des années 50, et notamment à l'époque Herzog pour l'Annapurna.
ils ont pris donc les populations qui étaient dans les contreforts de l'Himalaya au Népal, et c'est donc l'ethnie Sherpa qui a été prise pour faire ces portages jusqu'au camp de base. Et c'est pour ça qu'avec le temps, le terme de Sherpa est devenu le nom du job. Mais à l'origine, c'est une ethnie. C'est une ethnie, effectivement. Alors la montagne est dangereuse, bon, c'est effectivement une lapalissade de le dire. Le Nanga Parbat, votre dernier sommet, surnommé même la montagne tueuse. Des dizaines d'alpinistes ont perdu la vie sur ses flancs depuis la première ascension en juillet 1953. Vous y pensez toujours à la mort? Je crois que vous faites votre testament avant de grimper. Non, alors on ne part pas du tout avec ces sentiments en tête. Au contraire, on y va parce que on a envie d'aller grimper cette montagne. Alors évidemment, les sommets de plus de 8000 mètres sont dans des environnements extrêmes et au-dessus de 8000 mètres, donc on parle effectivement de zone de mort, tout simplement parce que si vous êtes en difficulté ou si vous avez un accident, il n'y aura pas la possibilité d'avoir du secours. On n'a pas la capacité de redescendre un corps à ces altitudes. Et c'est ce qui rend la dangerosité. Oui, ouais. Je vous en prie, allez-y. Non, donc c'est ça qui fait la particularité de ces... Mais on fait vraiment des incursions en très haute altitude et après on redescend. Si je prends l'exemple du Nanga Parbat, je pense qu'on est resté moins de 5 minutes au sommet avant de prendre nos dispositions pour redescendre. C'est ce que vous dites, c'est que vous avez vraiment une façon d'aborder la montagne finalement très, très respectueuse. Je crois que vous n'avez jamais souffert de blessures ni d'engelures. C'est parce que vous savez vous arrêter à temps, redescendre à temps? Alors si je ne sais pas, mais toujours est-il que malgré l'hypoxie et ces conditions extrêmes, j'ai visiblement pris les bonnes décisions qui fait que je me suis finalement jamais mis en danger extrême. Et vous ne m'avez pas répondu effectivement sur pourquoi Dawa Sangay, que vous avez donc rencontré sur ce K2, comment vous travaillez ensemble, pourquoi lui? Alors effectivement, donc Dawa Sangay, on s'est rencontrés sur les pentes du K2 et il m'a beaucoup aidé pendant cette expédition. Et au retour à Katmandou, c'est lui qui m'a contacté pour me demander si je voulais travailler avec lui. Et de la part d'un Sherpa, c'est assez original comme démarche. J'avais jamais vu ça avant. Donc c'est plutôt lui qui vous a choisi. J'ai une toute dernière question. Oui. Un alpiniste ou une alpiniste veut toujours aller plus haut. Là, vous avez tout fait. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Non, je ne pense pas qu'on veut toujours aller plus haut. Chaque sommet est unique. Alors cette quête de ces 14, c'est un grand rêve parce qu'évidemment il y en a 14. Donc une fois qu'on rentre dans cette logique, l'intérêt c'est effectivement d'aller au bout. Mais moi j'aime les montagnes dans les Alpes, j'aime les montagnes dans les Andes. Je pense que chaque montagne est unique et apporte son lot d'aventures. Donc vous allez continuer. Merci beaucoup Sophie Lavaux d'avoir accepté notre invitation et on vous souhaite encore beaucoup d'ascension.